Très bien. Bah, écoutez, il est l'heure, 14h30, pile 14h30. Je vous remercie à tous d'être là pour ce nouveau webinaire d'IREPA Laser. Le deuxième concernant la sécurité laser, et dans une ambiance un petit peu toute nouvelle, un peu plus labo, un peu plus, on est plus dans le bain déjà. Hein. Et donc aujourd'hui, nous voulions vous parler de la sécurité de nos yeux. Hein, nos yeux, c'est quand même un élément essentiel de notre vie, puisque la vue, c'est la vie malgré tout. Et donc, il est important de bien préserver nos yeux dans notre métier notamment. On est confronté donc à des lumières intenses, notamment les lasers. Et donc, il est très important pour moi, en tout cas, d'évoquer ce sujet, la protection des yeux. La dernière fois, nous avions évoqué donc la réglementation pour l'intégration d'un laser dans une entreprise. Parmi ces réglementations, effectivement, il y a l'obligation pour l'employeur de fournir à ses salariés des équipements de protection individuelle. Et parmi ceux-ci, notamment pour le laser, il y a bien entendu les paires de lunettes, donc ce qu'on verra ensemble. J'en ai quelques-unes ici. Ouais, ça protège bien. On est bien sur la protection lumineuse. Très bien. Alors, rapidement, donc, pour commencer, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Franck Rigolet, je suis responsable du centre de formation d'IREPA Laser, expert en sécurité laser et également président de la Commission nationale de sécurité optique. Alors, je ne vais pas développer plus sur cette CNSO. Pour tous ceux qui seront intéressés, vous pourrez toujours me poser des questions par après ou alors me contacter. Hein. Sachez que c'est simplement une association qui vise à apporter son expertise dans le domaine de la sécurité laser vis-à-vis des entreprises, pour vous, si vous êtes intéressés, et puis également des autorités. Voilà. Alors, le sujet important, c'est pourquoi finalement le laser est-il dangereux et pourquoi il faut porter des lunettes pour nous protéger. Pourquoi le laser est dangereux? Effectivement, la lumière, j'en ai un projecteur qui m'éclaire ici, la lumière nous entoure, on en a partout. Hein, on est parfois confronté à des lumières très violentes, hein, un vidéoprojecteur par exemple. Et au final, pourquoi un laser et éventuellement pourquoi le petit laser que j'ai dans la main, qui ne représente qu'un milliwatt, pourrait être plus dangereux au final qu'une ampoule qui va cracher plusieurs centaines de watts, voire plusieurs milliers de watts. Alors, pour comprendre ceci, déjà, il faut comprendre comment fonctionne un œil. J'ai représenté ici une coupe d'un œil, hein, qui va permettre de schématiser rapidement le fonctionnement d'un œil. Donc, bien sûr, la lumière arrive par la gauche ici. La lumière va d'abord être confrontée à une première membrane ici, qui est la cornée, donc qui est de la peau en fait. Hein, c'est les mêmes tissus que la peau qui nous couvre sur le reste du corps. Ça fait à peu près 5 dixièmes, 6 dixièmes d'épaisseur. Elle est bien sûr transparente et elle va également servir de première lentille. C'est également cette cornée qui va commencer à focaliser le rayonnement pour l'amener jusqu'à la rétine. C'est pour ça que lorsqu'on vous opère des yeux, c'est cette cornée qu'on va retoucher, qu'on va recourber de façon à réaiguiller le faisceau. Deuxième corps que va rencontrer la lumière, c'est un liquide, ici, qu'on appelle l'humeur aqueuse, qui va protéger en fait des éléments mobiles qui sont juste derrière, notamment l'iris, ici, qu'on ne voit pas trop, qui n'est pas noté, mais qui est un muscle, hein, qui va diaphragmer la lumière qui va rentrer dans l'œil. On est à peu près comme les chats, nous. Hein, notre œil s'adapte à la lumière ambiante. Plus il y aura de lumière, plus notre œil va se fermer. Et au contraire, moins il y aura de lumière, plus notre œil va s'ouvrir. Donc, c'est la pupille qui va dimensionner cette quantité de lumière qui va rentrer dans l'œil. Derrière la pupille, on a un muscle, un autre muscle fantastique, celui-ci, qui est le cristallin. Le cristallin, c'est quoi? C'est notre lentille. Hein, sur un système de focalisation, on met une lentille qui va concentrer la lumière. Eh bien, chez nous, c'est le cristallin. Et ce cristallin, il est fantastique puisqu'il va s'adapter à notre vision. Hein, vous avez tous remarqué que si vous lisiez de près, votre œil va s'adapter, il va accommoder. Et si vous regardez au loin, il va également s'adapter. Donc, c'est notre œil, c'est ce cristallin qui va permettre cette magie de pouvoir toujours, quelle que soit la distance de vision, toujours concentrer les rayonnements sur nos capteurs qui sont derrière. Alors, c'est sûr, avec plus ou moins de bonheur, c'est pour ça qu'on met des lunettes aussi parfois pour corriger cette vision. Derrière le cristallin, on a un corps vitré ici, donc une espèce de gel, qui va protéger donc en fond d'œil la rétine qui est le siège de tous les capteurs de notre œil. Sur cette rétine, on va voir tous les capteurs qui vont capter la lumière, et ces capteurs sont répartis en deux différentes catégories. On a en premier lieu les bâtonnets, comme ici. Ces bâtonnets sont répartis quasiment sur tout le volume de notre rétine. Et donc, ces bâtonnets vont nous servir essentiellement dans les cas de faible lumière. Ce sont eux qui vont capter la lumière et qui vont indiquer à notre cerveau la quantité de lumière qui nous ambiance. Donc, ces bâtonnets sont très importants, bien sûr,
mais n'ont pas une fonction capitale dans la vision que l'on a derrière. À côté de ces bâtonnaires, on va voir dans une zone proche ici qu'on appelle la macula, dont vous avez sans doute entendu parler, puisqu'on parle de dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est quoi? Eh bien, en fait, c'est une dégénérescence des petits capteurs qui sont là, qui sont essentiellement des cônes, comme vous pouvez voir. Ces cônes ont une autre fonction, ces cônes ont une fonction dans la vision. C'est eux qui vont nous permettre de concentrer l'image de l'objet que je regarde et d'analyser cette image et de nous renvoyer une image analysable par mon cerveau. Donc, ces cônes ont une fonction capitale, c'est eux qui me permettent de lire notamment. Et ces cônes sont concentrés sur une toute petite zone qui se retrouve ici, donc, au centre optique de l'œil, avec donc dans une petite fossette une forte concentration de ces cônes. Cette petite fossette s'appelle la fovea. Voilà. Et bien sûr, tout ça est aiguillé vers notre cerveau par le nerf optique. Donc voilà l'œil tel qu'on peut le représenter, tel qu'il est dans notre corps. Et donc la focale à peu près d'un œil, c'est à peu près 20 mm, entre 17 et 22 mm. C'est la focale, donc c'est la distance qui va en gros séparer le cristallin du fond d'œil. Alors vous comprenez que si un rayonnement vient frapper, détruire la fovea, c'est une destruction quasiment complète de l'œil, puisque j'aurais détruit notre capacité à lire. J'aurais détruit les cônes qui constituent cette zone-là, et donc j'aurais détruit notre capacité à lire. Maintenant, c'est certain que tous les rayonnements ne vont pas rentrer jusqu'à cette rétine. Tous les rayonnements qui m'entourent, certains vont être filtrés plus ou moins par les différents corps de mon œil. Comment cela? Eh bien, en fait, en premier lieu, si on commence par un côté du spectre électromagnétique, on va commencer par les UVC et les UVB. On s'aperçoit que les UVC et les UVB viennent frapper l'œil, mais sont bloqués ici par la cornée. La cornée va arrêter les rayonnements. Et d'ailleurs, les lasers excimaires qui opèrent nos yeux, bien souvent, eh bien, sont constitués de lasers qui émettent en UVC, bien souvent. Et donc, puisque ce sont bien la cornée, c'est les tissus de la cornée qui vont absorber ces rayonnements et donc vont pouvoir être usinés. C'est réellement un usinage que l'on va faire de la cornée. Donc là, pas de pénétration du rayonnement dans l'œil, pas d'atteinte des autres tissus. On va simplement donc, faire une atteinte de la cornée. Et si c'est très violent, on va se retrouver dans le cas d'un coup d'arc, comme les soudeurs connaissent bien, donc une irritation de la cornée qui va se traduire par une photokératite. Ensuite, nous avons les UVA. Si on se rapproche du visible, donc on a les UVA. Les UVA, vous voyez déjà, c'est déjà un petit peu différent. Les UVA pénètrent dans l'œil, mais sont absorbés par le cristallin. Ils sont absorbés par le cristallin. Et donc, absorption par le cristallin, donc destruction par le cristallin, du cristallin. Et c'est une maladie qu'on connaît assez bien, c'est ce qu'on appelle la cataracte. La cataracte, vous l'avez également lorsque vous allez au ski sans paire de lunettes de protection, lorsque vous allez à la mer, lorsqu'il y a une forte intensité lumineuse, eh bien, on a tous ces rayonnements UVA qui vont rentrer dans l'œil, qui ne vont pas aller agresser la rétine comme on le voit ici, mais qui vont être absorbés par le cristallin, donc destruction du cristallin. Si on continue, là, on se retrouve sur des rayonnements visibles, cette fois, visibles, mais également infrarouge A, donc de 400, qui correspond au violet, en gros, 400 nanomètres à 700, ça c'est pour le visible, au rouge, et ensuite de 700 jusqu'à 1400 nanomètres, ça c'est l'infrarouge A. Eh bien, ces rayonnements, comme vous pouvez le voir, pénètrent dans l'œil. Non seulement ils pénètrent dans l'œil, c'est normal, s'ils sont là pour être vus, le visible notamment, on va le voir puisqu'ils vont atteindre nos capteurs, mais en plus, nos différents lentilles, donc la cornée plus le cristallin, vont canaliser ce faisceau, vont le focaliser sur la rétine. Comme vous pouvez le voir ici, on a bien une focalisation sur la rétine. On en reparlera un petit peu par après. Donc ici, il y a risque de destruction de nos capteurs si l'intensité est trop violente. Ensuite, on a les infrarouges B. Là, comme tout à l'heure, pour les UVA, le rayonnement est majoritairement arrêté par la cornée, mais également, on a une partie de ces rayonnements qui vont pénétrer dans l'œil et induire une petite destruction du cristallin, donc encore une fois une cataracte. Et puis enfin, on termine par les infrarouges C, typiquement le laser CO2. Donc le laser CO2, si je prends par exemple celui-ci, eh bien effectivement, il va rentrer dans l'œil, il va venir frapper l'œil sans pénétrer dans l'œil, il va détruire la cornée, il va venir brûler, puisque là on est en pure thermique, il va venir brûler donc la cornée. Voilà l'interaction avec les différentes longueurs d'onde qui nous entourent. Donc on voit déjà qu'il y a une grande différence entre ces longueurs d'onde. Maintenant, une explication du pourquoi le laser est dangereux.
Eh bien, cette explication, elle est toute simple, elle est ici. Si je regarde une ampoule, ici, une ampoule positionnée à 5 mètres de mon œil, une ampoule qui va faire 100 watts, en gros 100 mm de dimension. Donc, cette ampoule constitue l'objet que je fixe, cette ampoule qui est en face de moi, je la fixe. Mon œil va en faire une image, inversée, bien sûr, une image, mais qui va avoir une certaine dimension. Pourquoi elle va avoir une dimension? Parce qu'elle va être observée sous ce diamètre apparent, en fait, qui est un angle, un diamètre apparent ici, et donc il va en faire une image qui prolonge ce diamètre apparent, et donc cette image aura une dimension. Si je prends donc comme donnée 100 mm de diamètre pour l'objet, si je prends une distance de 5 mètres de distance, 17 mm de focale de l'œil, ça va me donner une image qui fera 340 micromètres en fond d'œil. De même, pour une ampoule, lorsqu'on dit qu'elle fait 100 watts, oui, elle produit 100 watts d'éclairage. Mais ces 100 watts d'éclairage sont dilués dans un volume complet. D'accord ? Ils ne sont pas entièrement dirigés vers mon œil. Donc, en fait, ce que mon œil va capter, c'est uniquement la proportion qui va être dans ce diamètre apparent. Donc, en fait, ça va être une petite partie de cette luminosité. Et donc, en fait, si je prends la fraction de cette lumière qui rentre vraiment dans mon œil, et si je la ramène au diamètre de focalisation dans mon œil, ça va me donner un éclairement énergétique de 134 watts par mètre carré. Voilà. À comparer maintenant avec la vision d'un laser, et je n'ai pas pris un gros laser. Ici, j'ai pris un laser qui fait 1 milliwatt, rouge, donc c'est le petit laser que j'ai dans la main. Si je retire dans ma main, vous voyez peut-être le faisceau, j'espère qu'on le voit à la caméra, peut-être ici. Donc, ce n'est pas très puissant, mais si je prends un laser de 1 milliwatt, on voit déjà que c'est complètement différent. Vous voyez déjà que cette distance de 5 mètres, elle n'est pas importante. Si je recule mon laser à 10 mètres ou à 100 mètres, théoriquement, j'aurai exactement le même effet sur l'œil. D'accord ? Et en fait, si je prends 1 milliwatt, ce sera bien la totalité de ce rayonnement qui va rentrer dans mon œil, pour peu qu'il soit inférieur à 7 mm. Pourquoi 7 mm? Parce que la norme considère que le diamètre pupillaire, au maximum, peut être de 7 mm. Donc, c'est bien la totalité de ce rayonnement qui va rentrer dans mon œil. Et là, c'est de l'optique. Mes deux lentilles ici vont faire en sorte que ce rayonnement soit focalisé sur ma rétine. Et donc ici, je vais avoir non plus un impact de 340 micromètres comme tout à l'heure, qui était fonction de l'objet, de la dimension de l'objet. Ici, il est indépendant du diamètre du faisceau. Il va me donner un impact de 20 micromètres en fond d'œil. Et si je prends mes 1 milliwatt, totalité d'1 milliwatt, sur mes 20 micromètres ici, eh bien, ça va me donner un éclairement énergétique de 3,2 mégawatts par mètre carré, à comparer avec les 134 watts mètre carré qu'on avait tout à l'heure. Et là, on voit très bien que mon petit laser, bien qu'il ne fasse qu'1 milliwatt, va produire dans l'œil un éclairement énergétique largement supérieur à celui d'une ampoule de 100 watts. Et c'est pour cela que tous les lasers, je dis bien tous les lasers, il faut les considérer comme un danger. Même celui-ci qui est en classe 2, qui est toléré à la vente en France, qui est depuis interdit en Suisse depuis quelques mois, eh bien, il faut les considérer comme dangereux pour notre œil. Cet effet, vous le connaissez bien, c'est l'effet qu'on reproduit lorsqu'on va prendre le soleil et qu'on va focaliser le soleil avec une loupe sur un bout de papier ou des fétus de paille. On va mettre le feu assez rapidement parce qu'on a concentré le rayonnement au travers de la focale. Le soleil est considéré comme un élément infini aussi, qui est à très grande distance, donc le rayonnement va être parallèle et donc il va être concentré au point focal de la loupe. Là, ici, on a reconstitué un œil. Voilà, tout simplement. Mais moins puissant qu'un œil en plus. Un œil est beaucoup plus efficace que cette loupe. Alors, au final, à quoi servent les lunettes? Quand on va au ski, on en connaît bien les effets. Quand on va au ski, on se doute bien que les lunettes ne vont pas bloquer entièrement le rayonnement. Les lunettes ne sont là que pour filtrer le rayonnement. Elles ne laissent pas si, bien sûr, le visible. Eh bien, on a toujours tendance à penser que les lunettes laser font la même chose, ne font pas la même chose. Elles vont bloquer le faisceau laser. Non, pas du tout. Elles ne sont pas là pour bloquer le faisceau laser. On va en reparler. C'est la même chose qu'ici. Quand vous allez chez l'opticien actuellement, il vous propose quasiment d'emblée un filtre bleu pour filtrer la lumière des écrans d'ordinateur, puisqu'on émet beaucoup de bleu, ce qui est vrai. Et donc, on sait que le bleu est potentiellement néfaste pour nos yeux. Et donc, il nous propose d'emblée un filtre bleu. Eh bien, si vous avez sur vous des lunettes de correction actuellement et que vous avez un filtre bleu, les deux bandes que vous avez derrière moi, là, vous devriez les voir exactement de la même manière. Vous voyez qu'il y a du bleu ici, pour ceux qui n'ont pas les filtres, justement, regardez, on a du bleu ici. Eh bien, si vous avez un filtre bleu efficace, ce bleu doit être filtré. Et donc, vous devriez avoir le même filtre en haut et en bas. Si ce n'est pas le cas, contactez votre opticien.
Et donc, les paires de lunettes laser sont là pour la même chose, c'est-à-dire qu'elles sont là pour filtrer, mais filtrer à la longueur d'onde qu'elles vont protéger. Et là, on commence à comprendre qu'une paire de lunettes n'est pas là pour protéger sur toutes les longueurs d'onde, mais bien uniquement sur la longueur d'onde qui va être spécifiée par la notice d'utilisation. Le problème de ces lunettes, c'est qu'actuellement, si vous allez, je ne vais pas citer les sites, mais allez quelques-uns, Amazon, eBay ou d'autres, vous trouvez tout type de lunettes. Et si j'ai eu l'idée de faire ce petit webinaire, c'est parce que justement, on m'a consulté plusieurs fois là-dessus sur les lunettes qu'on pouvait trouver sur Internet à des prix dérisoires, hein, 10 €, j'en ai acheté quelques-unes, je vous les montrerai. Ben, celle-ci, par exemple, vous connaissez peut-être le site, hein, les voici, hein, c'est celle-ci. Donc, si on lit la notice avant de l'acheter, ce qui est prévu, là, ce qui est écrit sur le site d'Amazon, donc elle protège entre 190 nanomètres et 2000 nanomètres. Alors là, il y a des données, hein, OD+, OD2+, OD5+. Bon, faut-il déjà comprendre ce que ça veut dire? Ensuite, transmission lumineuse, 70% dans le visible, ce dont je doute quand je vois les paires de lunettes. Mais bon, pourquoi pas? Et utilisable donc pour les lasers ND-YAG, marquage laser, soudure, laser à fibre, machine de découpe. Donc on est protégé, hein, 25 €. Voilà, 26 €, 25,99 €. Donc du coup, j'en ai commandé une paire. Et malheureusement, lorsqu'on les reçoit, on s'aperçoit que ces paires de lunettes ne sont pas forcément réglementaires, déjà. Donc c'est déjà une bonne chose. Après, est-ce qu'elles nous protègent? Sincèrement, je ne peux pas dire qu'elles ne protègent pas. Je ne sais pas, je n'ai pas testé. Mais attention, parce que la réglementation nous impose des inscriptions obligatoires, hein, notamment en Europe. Et voilà ce que j'ai sur celle-ci. Hein, j'ai grossi un petit peu ce que j'ai là, ce qui n'est pas du tout conforme aux prescriptions de la norme européenne. Hein. Pourtant, c'est marqué 830, 1600 nanomètres. Donc, on présume que ça protège entre 830 et 1600 nanomètres, ce qui est déjà différent de ce qui était indiqué ici, hein, parce que là, c'était marqué 190 à 2000. 830 à 1600 nanomètres, OD4. Ah, ça, c'est la réglementation américaine, mais absolument pas la normalisation européenne, hein, on en reparlera après, et pour autant, on indique le marquage CE. Donc, effectivement, on peut déjà avoir des doutes. On peut déjà avoir des doutes. Et je n'ai pas que celle-ci, j'en ai encore une autre ici, hein, donc que j'ai commandée aussi, que j'ai là. Alors là, on protège également de 200 nanomètres à 2000 nanomètres, VLT 70%, donc c'est quasiment les mêmes choses que tout à l'heure. Et puis, quand on les reçoit, alors je vous passe évidemment la photo, hein, eh bien, il n'y a strictement aucune inscription. Je n'ai aucune inscription ni sur le verre, ni sur la monture. Donc, lorsque je la reçois, je ne sais pas contre quoi elle va me protéger, pour peu qu'elle puisse me protéger contre quelque chose. Elles sont très opaques, de toute façon, ça c'est sûr. Alors, on peut faire un petit test puisqu'elles sont données pour donc 200 nanomètres à 2000 nanomètres. Donc, théoriquement, elles doivent filtrer le verre. Alors, on va faire un petit test, hein, avec un faisceau vert laser, hein, que j'ai là. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'avais le post-it ici, vous allez comprendre pourquoi. Donc, si je prends ces lunettes-là, que je tire avec mon faisceau laser, théoriquement, elles devraient filtrer le verre. Donc, je tire, vous voyez le faisceau, je pense que vous le voyez bien là, et si je tire, vous le voyez toujours. Donc, le faisceau passe bien à travers mon faisceau. Maintenant, si je prends une paire de lunettes qui est réellement faite pour ça, et je remercie Hardop Industries de m'avoir prêté ces paires de lunettes, et que je me mets en face du rayonnement et je tire, vous voyez, je passe toujours, hop, il n'y a plus rien qui passe. La totalité du rayonnement est bloquée par la paire de lunettes. Donc, on voit qu'il faut quand même être assez… émettre pas mal de doutes sur les lunettes qu'on peut trouver comme ça à des bas coûts. Hein. Là, je précise que la deuxième était à 11 €, hein, 10,99 €. Donc, il faut quand même faire attention à ce qu'on nous vend. Hein. C'est quand même la sécurité de nos yeux qui est en jeu. Et donc, on ne peut pas se permettre de jouer avec nos yeux. Hein. Les lunettes de protection sont importantes. Donc, voilà, en gros, alors je ne sais pas si vous voyez bien sur mon écran, mais ce n'est pas très grave. En fait, quand on achète une paire de lunettes, c'est certain qu'on doit avoir une garantie, des garanties. Déjà, la meilleure garantie, c'est la norme. Donc, la norme est là pour nous protéger. Donc, on a une norme européenne qui n'est qu'européenne. Donc, la réglementation, les lunettes qui sont vendues en Europe doivent respecter cette normalisation. On en reparlera juste après. Et puis, vous devez avoir des courbes. Hein. Le fournisseur doit vous donner des courbes. On le voit très bien ici. On a des courbes d'absorption, d'émission, au contraire. Donc, voilà, ici, que ces paires de lunettes-là, par exemple, que j'ai pris au hasard, vont effectivement, laisser passer à une frange correspondant à peu près à du visible. Hein, et puis qu'elles vont filtrer très fortement les autres parties. Donc, ça doit être des données qu'on doit avoir. C'est ce qui doit nous rassurer lorsqu'on achète une paire de lunettes. Alors, voici une paire de lunettes correcte. Hein. Donc, on voit les inscriptions
sur le filtre, ces inscriptions nous renseignent, et là elle est conforme, nous renseignent sur la viabilité et sur la protection apportée par ces lunettes-là. Alors, je ne les ai pas là, mais qu'est-ce qu'on voit sur ces lunettes? Eh bien, on voit bien sûr la longueur d'onde protégée. On a ensuite des lettres, alors qui peut être de 4 ordres, hein, enfin 4 types de lettres. On a D, I, R, M. Ensuite, on a un numéro d'échelon, ce qu'on appelle le numéro d'échelon. Et bien sûr, comme les fabricants ne veulent pas fabriquer des filtres un peu comme ça pour chaque type de longueur d'onde, eh bien, ils vont tester leur filtre sur plusieurs longueurs d'onde, à plusieurs densités, enfin, selon la norme. Et bien sûr, ils vont pouvoir mettre pour le même filtre plusieurs types de filtration. C'est pour ça que généralement, on a plusieurs lignes, comme ici, qui vont apporter, alors, à des degrés niveaux, une protection contre les rayonnements laser. Et puis bien sûr, comme c'est un organe de sécurité, il nous faut bien sûr le CE, hein, ce qui n'est pas forcément un gage, on l'a vu tout à l'heure, de conformité. Alors, quelles normes applicables? Quelles sont les normes applicables en Europe? Il faut bien distinguer l'Europe des États-Unis et du reste du monde, puisque la plupart des autres pays suivent effectivement les États-Unis. En Europe, on a 2 normes essentielles, hein. La norme EN 207, qui date de 2017, qui n'est pas très vieille, enfin, qui a été remise à jour il n'y a pas très longtemps. Une autre norme plus ancienne, EN 208. La EN 207 correspond aux lunettes de protection en général, pour tout type de longueur d'onde, et la EN 208 correspond aux lunettes de réglage, donc, autrement dit, pour les lunettes qui vont protéger contre des rayonnements visibles inférieurs à 100 watts. Et puis, on a la norme américaine, 26Z136, qui part sur d'autres principes que l'européenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, très sincèrement, ce n'est pas l'objectif ici. Alors, par contre, ce qui est important, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, si vous l'êtes, eh bien, vous puissiez rapidement, au moins, distinguer et analyser si une paire de lunettes correspond bien à vos besoins. Alors, voici ce qu'on va retrouver obligatoirement. On l'a vu sur la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, hein. Donc là, j'ai repris qu'une seule ligne. Donc là, j'ai la longueur d'onde, ou une gamme de longueur d'onde, comme on l'a vu tout à l'heure. J'ai ces fameuses lettres, D, I, R, M. J'ai mon numéro d'échelon et le marquage CE. Donc la longueur d'onde, ok, c'est d'accord. La lettre, donc comme je vous disais, D, I, R, M, ça signifie quoi? Ça signifie que le fabricant du filtre a obligatoirement testé ces lunettes dans des conditions qui sont spécifiées par la norme. S'il a mis la lettre D, et le D étant obligatoire, il y a forcément le D. Ça veut dire que le filtre a été testé pendant 5 secondes en tir continu. Oui, uniquement 5 secondes, mais c'est la norme, elle demande 5 secondes de résistance. Autrement dit, vous êtes certain que votre filtre va vous protéger pendant au moins 5 secondes en tir continu. Si vous avez la lettre I, ça signifie que ce filtre va vous protéger au minimum pour 50 impulsions sur des lasers qui vont faire des tirs qui vont faire impulsionnels qui vont faire entre 0,25 et 10-6 secondes. Si vous avez la lettre R, ça veut dire que votre filtre va protéger pour 50 impulsions entre 10-6 et 10-9 secondes. Et si vous avez la lettre M, ça veut dire que votre filtre va protéger contre 50 impulsions comprises entre 10-9 et pour l'instant 10-13 secondes. Voilà, donc c'est ces chiffres-là, ces lettres-là qui seront indiquées juste après. Enfin, il n'y a pas d'ordre en fait, hein. Là, c'est juste après la longueur d'onde, mais ça pourrait être passé différemment. Une petite parenthèse ici, hein, la VLT, qui est imposée également par la norme, qui doit être supérieure à 20%, ce qui est très faible. Donc, les constructeurs sont plus efficaces, heureusement, mais c'est ce qui fait également le prix du filtre, hein. Plus une lunette, généralement, est forte en intensité pour vous protéger, donc va être protectrice, mais en même temps laisse passer les rayonnements visibles, généralement, plus elle sera chère. Et puis, on a ce niveau de protection LB. Alors, ça, c'est le point important, puisque c'est le niveau de filtration du filtre, hein, donc qui va protéger. Ce niveau de filtration est caractérisé par 2 lettres, LB, ça ne bouge pas, hein, c'est immuable, LB. On peut trouver L pour l'ancienne norme, mais voilà, on a actuellement sur les nouvelles normes, c'est LB, et un chiffre qui va varier entre 1 et 10. 1, une protection faible, 10, protection forte. Donc, bon, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails de décrire ces protections à 1 10. Ils sont assez complexes à calculer, hein. Ils dépendent bien sûr de l'analyse des risques et de la densité de puissance, de l'éclairement énergétique pour laquelle va être exposé l'opérateur qui va être exposé. Donc, c'est l'analyse des risques qui va nous permettre de définir ceci. Hein, sachez qu'effectivement, par contre, plus vous montez en protection, plus les paires de lunettes sont chères. Et si elles sont très efficaces, elles seront très chères.
sachant également que des niveaux 10, on n'en a pas pour toutes les longueurs d'onde, il y en a même très peu d'ailleurs. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire des analyses de risque en disant, voilà, je peux me prendre un faisceau laser de 10 kW en plein œil. Non, ce n'est pas viable en termes d'analyse des risques. Et ni pour les lunettes d'ailleurs. Voilà, si je résume, en gros, pour les normes, donc plusieurs normes. EN 207, j'en ai parlé. Alors, comment la distinguer sur les filtres, puisque sur les filtres, ce n'est pas forcément indiqué la type de norme, bien que ça puisse l'être, certains fabricants le mettent. Donc, vous voyez qu'on retrouve bien notre longueur d'onde, ces fameuses lettres D, IR, donc là, on n'a que le D, LB4. Et là, on peut distinguer la norme, parce que si vous avez un LB, donc L comme Laurent, eh bien, c'est bien conforme à la norme EN 207. Si vous aviez une marque RB, ici, R comme René, eh bien, c'est conforme à la norme EN 208. Et je rappelle que la EN 208, c'est pour les lunettes de réglage, donc pour les lunettes qui émettent à moins de 100, les lasers qui émettent à moins de 100 watts, mais dans le visible, entre 400 et 700 nanomètres. Et puis, il y a une autre norme dont je peux parler ici, parce que ça correspond également à la protection de nos yeux. C'est la norme EN 12254. Vous voyez qu'on a quasiment la même définition, mais ici, on a un A à la place d'un L ou d'un R. C'est quoi cette norme? Eh bien, c'est une norme qui correspond au hublot qu'on va mettre sur les machines, comme je l'ai sur la machine qui est derrière moi, les hublots que vous avez là. Donc, on peut très bien avoir une norme qui indique 1070 DAB2CE, mais on peut également avoir celle-ci. Donc, les deux sont possibles. La différence, c'est qu'ici, la norme EN 12254 impose un test au fabricant de 100 secondes et non plus de 5 secondes, mais en limitant la puissance reçue par les protections, ce qui paraît logique puisque un hublot n'est pas fait non plus pour recevoir en face un faisceau laser. Alors, quelles sont les conséquences si on est mal protégé? Les conséquences, il y en a quand même, ce n'est pas pour rien qu'on met des lunettes. Donc, j'ai pris deux exemples fournis par le CEA notamment. Donc là, c'est un petit impact en fond d'œil. Donc ça, qu'est-ce que c'est avec ces photos? D'ailleurs, oui, c'est bien des images du fond d'œil. Donc c'est ce que fait l'ophtalmo lorsqu'il va vous faire un fond d'œil. Donc là, on a un tout petit impact qui semble léger, mais s'il est en pile dans la zone fovéaire, dans la macula, eh bien, ça va donner une destruction des bâtonnets, et donc des cônes, et donc une perte de la vision. Et puis, on peut aller jusqu'à un scotome central, important ici. Qu'est-ce que c'est qu'un scotome? Vous voyez, c'est cette tâche, cette destruction de toute la partie centrale de l'œil. Alors, dans les deux cas, la vision locale est perdue, sauf que là, effectivement, la zone perdue est beaucoup plus importante. Précision aussi, généralement, tout impact sur la rétine est immuable, c'est-à-dire qu'ils resteront à vie. Alors, on constate chez les enfants qu'il y a une progression, on voit qu'il y a une atténuation du défaut, mais il n'y aura jamais une restitution complète. Il y aura toujours une perte. Donc, ça, c'est les cas les plus critiques, mais malheureusement, ce sont des cas que l'on voit également. Voilà, j'en arrive bientôt au bout. Donc, en conclusion, le laser, c'est un danger. Le laser, il faut partir du principe que pour notre œil, il est forcément dangereux. À partir du classe 2, même déjà, un classe 2 peut être déjà dangereux. Comme je vous le disais, la Suisse a pris une décision radicale d'interdire tous les lasers supérieurs à la classe 1. Les pointeurs sont totalement interdits parce qu'ils ont considéré que ça restait trop dangereux pour les yeux. En France, les lasers classe 2 sont encore autorisés. Ensuite, contactez un professionnel pour l'achat de vos paires de lunettes. Attention aux achats sur Internet. C'est vrai que c'est alléchant quand on voit des lunettes à 10 €, à 15 €, à 20 €. On pourrait se dire, oui, je peux en avoir 10 paires pour le prix d'une. Oui, c'est certain, mais quelle protection vous aurez derrière? Donc, le mieux est quand même de faire appel à des fabricants de ces paires de lunettes, d'autant plus qu'eux pourront faire le calcul exact du niveau d'échelon dont vous aurez besoin. Il va vous demander de remplir un formulaire, il va vous questionner sur les rayonnements, votre analyse des risques en gros, et donc il pourra calculer le numéro d'échelon qui ira bien à votre application. Donc, faites appel à un professionnel pour ça. Je peux le dire d'autant plus que je ne vends pas de lunettes, on ne vend pas de lunettes à l'IREPA laser, donc c'est la meilleure solution de protection pour vous. Voilà pour terminer, donc deux petites choses pour conclure. Si vous êtes intéressé, donc, il est à disposition sur notre site internet, donc irepa-laser.com, notre fascicule sécurité qui a été remise à jour la semaine dernière, donc c'est tout récent, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Il y a presque 30 pages, je crois, sur la sécurité. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger, le consulter. Et puis, on a toutes nos formations sur la sécurité laser aussi à votre disposition. Donc, là aussi, vous pouvez nous contacter pour des questions ou pour directement venir vous inscrire à nos formations sur les 3 niveaux que l'on propose. Voilà, j'ai terminé. Je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. Et si Monique en a derrière moi.
à me poser. Alors, une première question. La couleur des filtres peut-elle être une indication de la protection? Ah oui, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai que si je regarde les paires de lunettes que j'ai là, bah, j'ai des lunettes orange, j'ai des lunettes vertes, je peux en avoir des bleus, je peux avoir toutes les couleurs. Hein. Non, ce n'est pas forcément une bonne indication. Ça peut être une indication, mais il ne faut pas se fier à ça. La seule chose à laquelle vous devez vous fier quand vous achetez une paire de lunettes ou quand vous regardez une paire de lunettes sans prendre de conseil avec un professionnel, c'est les inscriptions qu'il y a dessus. S'il n'y a pas d'inscription, déjà, on jette, parce que déjà, ça veut dire qu'elles ne sont pas certifiées conformes. Donc, vous pouvez déjà les jeter. Donc, forcément, il y a obligatoirement des inscriptions sur les lunettes. Et c'est les seules choses sur lesquelles vous devez vous référer, absolument pas sur les couleurs. Il y a d'autres questions? Une autre question. Les yeux bleus sont-ils plus sensibles au rayonnement laser? Ah, les yeux bleus sont-ils plus sensibles? Non. Pourquoi? Parce que les yeux bleus, en fait, c'est l'iris. Hein, c'est la partie où justement la lumière n'intervient pas. C'est le trou qui est au centre qui va laisser passer la lumière. C'est le diamètre pupillaire. Et là, après, bah, le n'est plus bleu. Hein. La partie qui laisse passer le faisceau est noire. C'est le trou qui constitue notre œil. C'est tout. Hein. Non, non, la pupille ne joue pas sur l'impact que peut avoir le faisceau sur le rayonnement, sur l'œil. J'aurais besoin de lunettes avec un filtre LB10, mais je ne trouve pas. Où puis-je en trouver? Ah bah ça, en gros, c'est ce que je disais à la fin de mon exposé. Si on cherche du LB10, à mon avis, déjà, c'est qu'il y a un problème dans l'analyse des risques. Un LB10, on l'a vu, c'est le niveau maximal de protection. Ça veut dire qu'on tolère dans l'analyse des risques qui était faite qu'un rayonnement va toucher, peut potentiellement toucher l'œil de la personne, de l'opérateur, à plein régime. Donc déjà là, il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le LB10, c'est vraiment une extrême si vraiment on ne peut pas faire autrement. Mais il y aura plein d'autres protections à mettre en place avant. Donc, et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, le problème, c'est qu'après, il faut trouver des éléments qui vont protéger jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est un bout de plastique hein, ou même du verre. Donc, protéger un niveau 10, ça veut dire c'est des logs, hein, je n'ai pas précisé, mais en fait, le niveau LB, c'est des logs de 10. Donc, vous imaginez un log de 10, la densité de puissance que ça représente, donc c'est considérable. Bah, c'est pour ça qu'on a du mal à en fabriquer. Et puis, très sincèrement, revoyez l'analyse des risques si ça vous arrive. Hein. Si vous arrivez à un log des 10, c'est qu'il y a un problème, en avis, en amont. Une autre question. Quel est le risque pour les yeux avec un laser CO2? Quel est le risque pour les yeux avec un laser CO2? Je l'ai rapidement évoqué. Alors, c'est vrai que les lasers CO2, on les a utilisés notamment beaucoup en découpe pendant ces 30 dernières années, hein, des années 80 jusqu'à 2010. En gros, on en trouve toujours, mais beaucoup moins, en tout cas pour les découpes de tôle. On avait des lasers qui faisaient plusieurs milliers de watts, hein, jusqu'à 3000, 4000, 5000 watts en CO2. Et finalement, on n'a pas eu tant d'accidents que ça. On l'a vu, le CO2 est à une longueur d'onde de 10 600 nanomètres, donc infrarouge lointain. Et si vous vous souvenez des premiers schémas que je vous ai passés, le CO2 va venir frapper la cornée sans pénétrer dans l'œil. Autrement dit, on n'aura pas cet effet de focalisation lié à la cornée, au cristallin, enfin cornée et cristallin. Donc du coup, l'impact dans l'œil sera beaucoup moins important. Le risque le plus important avec un laser CO2, c'est de brûler la cornée. Et là, généralement, on a une protection supplémentaire, c'est-à-dire que sur la cornée, on a également un voile, hein, la conjonctive, qui vous rappelle sans doute quelque chose. La conjonctive, et si vous venez agresser la conjonctive, vous allez tout de suite avoir très très mal. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dégager. Donc, ce qui fait que l'interaction avec un laser CO2 est beaucoup plus sécuritaire qu'avec un laser fibre, par exemple, ou un laser visible. La conjonctive va pas du tout jouer son rôle de protection. Éventuellement, on sera ébloui par un laser visible, mais pas du tout par un laser infrarouge. Et donc, on n'aura plus du tout de protection, ce qu'on avait avec un laser CO2. Et c'est là actuellement un des principaux risques que je vois quand je me promène dans les entreprises. Des gens qui faisaient de la découpe laser avec des lasers CO2, qui ont pris quelques mauvaises habitudes. Hein. On voit souvent déjà des portes chantées sur ces machines-là. D'aller chercher une pièce pendant que la machine découpe, donc sans paire de lunettes. Bon, effectivement, en CO2, ce n'était pas très, très grave, on va dire. Mais avec un laser fibre, comme on l'a actuellement, ou un laser disque de chez Trumpf, ça devient beaucoup plus dangereux parce que là, le moindre petit rayonnement, s'il rentre vraiment dans l'œil, il va aller impacter la rétine. Et là, c'est radical. Ça peut être radical et dans le moment. Donc, voilà, effectivement, le CO2 est un peu moins dangereux que le laser qu'on a actuellement. Est-ce que vous référencez des fournisseurs laser et pouvez-vous nous aider à choisir nos lunettes? Alors, il y a deux questions.
référencer des fournisseurs laser. On connaît tous les fournisseurs laser, hein. Après, tout dépend de l'application que vous voulez faire, mais là, je vous invite à nous consulter directement pour en parler. Les constructeurs, les fournisseurs de lunettes, là également, on les connaît tous, ils nous connaissent tous. Donc, bien sûr, si vous avez besoin d'une liste de fournisseurs de lunettes, je vous la donnerai hors caméra, volontiers, mais pas en direct ici. Est-ce qu'un hublot est suffisant pour la sécurité de l'utilisateur ou faut-il porter des lunettes? Alors là, c'est difficile de répondre comme ça avec si peu de données. La plupart du temps, oui, un hublot sur une machine suffit. Ça suffit. Maintenant, ça va dépendre de l'intensité lumineuse. Et il faut savoir que de plus en plus, sur les machines qui intègrent des lasers multi-kilowatts, on va dire, on va plutôt interdire, c'est ce qui risque d'arriver dans la prochaine norme, interdire l'utilisation de hublots. Hein. Les hublots ne sont pas faits pour résister à des grandes densités de puissance. Donc, on va favoriser deux choses. Déjà, les cabines complètement fermées, on va mettre plutôt des caméras à l'intérieur pour visualiser le procédé. Et puis également les protections actives, c'est-à-dire que ce sont des protections alors transparentes ou pas, hein, type hublot, qui vont capter le rayonnement et qui vont détecter ce rayonnement et qui vont induire une coupure immédiate du laser. C'est ce qu'on appelle une protection active. Donc ça risque de généraliser, d'une part parce que la norme risque de le demander de façon plus générale, alors sans doute pour des lasers déjà assez puissants. Après, pour des lasers inférieurs à 100 watts, oui, je dirais que même la plupart inférieurs à 1000 watts, ça dépend des longueurs d'onde, oui, effectivement, les hublots peuvent protéger. Il y a juste un petit doute quand même, c'est sur les lasers femtosecondes, où plusieurs études montrent qu'on peut avoir des effets non linéaires sur les filtres, et donc, dans certains cas, dans certains régimes, on peut avoir un défaut de sécurité. Doit-on changer des lunettes sur lesquelles il y a eu un impact de tir? Ah oui. Alors, c'est deux choses. Rayures, c'est différent d'impact de tir. S'il y a un impact de tir, oui, on change. Pourquoi? Parce que les lunettes doivent résister 5 secondes. Hein, c'est clairement dit par la norme. Si elles ont déjà subi un impact, ça veut dire que la prochaine fois qu'elles vont subir un impact, elles ne protégeront plus 5 secondes. Donc, du coup, le temps de réaction devrait être beaucoup plus rapide. Donc, oui, s'il y a un impact, on change. Un impact, j'avais pris justement des filtres ici. Vous voyez, j'ai deux filtres hein, qui donnent à peu près ce que montre ce qui se produit lorsqu'on vient tirer avec un faisceau laser sur un filtre, hein, vous le voyez ici. Donc, effectivement, c'est très, très visible. Hein, c'est très visible, très vite visible. On a un impact qui, tout de suite, va venir brûler le rayonnement. Hein. Le filtre est là pour absorber. Donc, s'il absorbe, il chauffe. Et s'il chauffe, il se détruit. De même, sur un verre de lunettes, on le voit ici, on a bien un impact donné par le rayonnement qui est passé en ligne droite dessus. Donc, oui, s'il y a un impact, on change. Il n'y a même pas à poser de question, il faut changer. Même si c'est cher, il faut changer. La sécurité, c'est quand même très important. Si ce sont des rayures, en théorie, les rayures ne vont pas impacter, surtout si c'est des filtres absorbants. Si c'est des filtres avec protection surfacique, ça c'est différent. Ça veut dire qu'on va enlever la protection. Donc là, oui, on change. Si c'est des filtres en polymère, la plupart du temps, les rayures ne sont pas très graves. Hein, elles ne vont pas gêner à la protection. Par contre, elles peuvent gêner à la vision. Et dans certains cas, si on a une rayure qui est pile devant l'axe de vision, on peut être amené à les enlever. Hein, et donc, par des petits moments comme ça, fugaces, on peut permettre au faisceau laser de rentrer dans l'œil et donc de détruire l'œil. Donc, attention, c'est pour ça qu'on prescrit toujours une paire de lunettes d'être rangée dans son étui aux abords de la machine, mais au moins dans un étui où elle est parfaitement protégée. J'espère que j'ai répondu. Autre question? Comment s'assurer qu'une protection est toujours efficace après un certain temps? Alors, c'est très difficile. Pour l'instant, il n'y a pas de limitation sur la durée de vie des paires de lunettes. En tout cas, la norme ne le demande pas. Mais ça va changer. Ça va changer. La nouvelle norme qui devra arriver, alors sans doute l'année prochaine, va effectivement nécessiter de faire une révision. Je ne vais pas encore aller au-delà de ce qu'il y a norme, mais il y aura sans doute une révision qui sera demandée de toutes les paires de lunettes régulièrement. Régulièrement, ce sera peut-être tous les 2 ans. Hein, on verra ce que dira la norme. Mais on va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'effectivement, on devra réviser régulièrement les paires de lunettes, en tout cas les filtres. Hein, c'est quasiment certain que ce sera acté pour la prochaine norme. Jusqu'à maintenant, non, je pouvais prendre une lunette qui avait 20 ans, je n'avais pas de souci pour la mettre. Alors, pas de souci. A priori, il n'y avait pas de destruction hein, des filtres. Hein. Surtout si elles sont bien rangées dans leurs étuis, on est moins impacté par les UV. Hein. Le risque, c'est qu'effectivement, les filtres polymères peuvent être impactés par les ultraviolets.
simplement naturelles, hein. Mais si elles sont bien rangées, il n'y a pas trop de soucis. Donc, jusqu'à maintenant, bon, voilà, on jouait très bien avec et on n'a pas constaté qu'il y avait un gros défaut. Mais voilà, donc la nouvelle réglementation, dans ce cas-là, va imposer malgré tout une remise à zéro de tous les filtres. Tous les types de montures, ouvertes ou fermées, type masque, sont-elles aussi efficaces? Oui, enfin. Selon les niveaux de protection. Alors, est-ce que les masques, enfin les masques ou les montures, différentes montures sont toujours efficaces? Oui, oui, il n'y a pas de différence. C'est le filtre, hein. Les fabricants font des filtres. Comme je disais tout à l'heure, hein, ils ont quelques filtres, ils ont référencé plusieurs filtres. Et en fait, on a les mêmes filtres, quelle que soit la monture derrière, hein. Il n'y a pas vraiment de différence, hein. Donc, là, de ce côté, il n'y a pas de problème. Autre question? Peut-être une dernière question. Quelle est la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de la protection des employés exposés au rayonnement laser? Ah, alors ça, c'était un peu plus le sujet du précédent webinaire. Alors, elle est très importante, hein, puisque si on prend le décret 2010-750, il verse toute la responsabilité sur l'employeur, hein. C'est à l'employeur de s'assurer qu'il met en sécurité ses salariés. Et comment il le fait? Par analyse des risques, en lui remettant des EPI qui sont valables et en fournissant tous les éléments de sécurité qui vont avec, prévention, également aptitude au poste, c'est un point important, hein, dans la réglementation, l'aptitude au poste, vérification par un médecin du travail, hein, c'est ça en fait l'aptitude au poste, que la personne est bien apte à aller travailler sur une machine laser. Si cette personne-là est photosensible, photoréactive, hein, il y a des gens qui sont allergiques aux fortes lumières, effectivement, on va peut-être la préserver en l'évitant d'aller travailler sur une machine laser. Mais voilà, en gros, la réglementation, hein, c'est l'imposition qui est faite par la réglementation, c'est 4 points, c'est prévention, analyse des risques, prévention des risques. Ensuite, formation, information, donc ce qu'on avait évoqué la première fois. Donc ça, c'est une obligation, hein. Sachez, dès que vous avez un laser supérieur à la classe 2, effectivement, vous devez avoir une sensibilisation ou une formation de votre personnel. Et puis, aptitude au poste. Voilà. Et une dernière alors? Une dernière. Quelle sera la prochaine norme qui imposera un contrôle de l'efficacité des lunettes? Alors, c'est une toute nouvelle norme, hein, qui va sans doute remplacer la EN 207 dont j'ai parlé. Ce sera une norme européenne. Alors, je ne connais plus son nom, hein. J'ai différents collègues de la CNSO qui sont intégrés, hein, puisque la Commission nationale de sécurité optique a fait intégrer les commissions de normalisation internationale. Donc, maintenant, on est un peu plus au courant en France de ce qui se passe dans les commissions internationales. Et donc, voilà, c'est une nouvelle norme qui ne sera pas la EN 207, qui sera une nouvelle norme. J'ai oublié son nom, mais ce sera une norme tout à fait classique et qui devrait être intégrée dès 2021 ou 2022 au plus tard. Elle est en phase de finalisation. Très bien, mais je crois qu'on va terminer là. Je vous remercie tous et puis peut-être rendez-vous à un prochain webinaire. N'oubliez pas, donc si vous avez des questions, nous contacter. Je crois que non, il n'est pas là. Je n'ai pas mon adresse mail. Mais bon, si, il y a mon adresse mail ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et puis, n'oubliez pas, ce webinaire est également disponible sur YouTube. Si certains veulent aller voir plus tard ou transmettre les coordonnées, on a une chaîne YouTube IREPA Laser. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aller voir ces visios. Il y en a d'autres, celles de mes collègues. Voilà. Bonne journée à tous et à très bientôt.